Vous écoutez maintenant dans vos oreilles l'histoire égale 42. Bon épisode à tous. Bonjour et bienvenue à l'histoire égale 42. Aujourd'hui, je vous parle de la chose la plus ravageuse dans toute l'histoire. La peste noire? La Première Guerre mondiale? La Deuxième Guerre mondiale? Eh bien non, je vous parle de la plus grande part de tous ces gens qui se sont fait payer un voyage de train gratuitement entre 1939 et 1945, le nazisme. Certains se disent sûrement, on en parle-tu du fait qu'il a oublié le Haut-Canada quand il a spécifié le sujet de l'épisode? En tout cas, cette émission-là manque vraiment de rigueur scénaristique. Calmez-vous, là, c'est simplement que ma blague fonctionnait moins bien si je rajoutais au Canada, mais dans le fond, je sais pas pourquoi je m'éternise sur un détail insignifiant que probablement personne n'a remarqué, qui est juste un prétexte pour débuter l'émission, là. Donc, pour comprendre d'où part le nazisme, c'est important de savoir comment la droite politique existe, parce que petit rappel, le nazisme, c'est juste l'extrême droite poussé à son plus gros extrême, mais vraiment à l'extrême de l'extrême, là, tu sais, plus loin que l'extrême, c'est l'extrême, mais poussé à l'extrême. C'est extrémiste. Alors, tout commence en septembre 1789, en pleine Révolution française. Oui, la Révolution française, je vais vous parler encore de ça. Évidemment qu'en parlant d'histoire, j'allais finir par parler des Français. Ces gens qui trouvent vraiment cute nos écureuils, mais ce qu'ils savent pas, c'est que ces mêmes écureuils-là viennent fouiller dans nos vidanges la nuit, puis après ça, t'es obligé de sortir le matin en bobette, puis aller ramasser tout ça, quand toi, tout ce que tu demandais, c'est juste de pouvoir dormir. Esprit, j'aime pas les écureuils! Donc, comme je disais, nous sommes en septembre 1789 et les Français se demandent si le roi n'aurait pas un peu trop de pouvoir au goût de tout le monde. Donc, pour régler ça, les députés en faveur de la conservation des pouvoirs du roi se mirent à sa droite et ceux qui voulaient une diminution de ses pouvoirs à sa gauche. Aussi simple que ça. Mais pensez pas que l'histoire épargne cette gang de gens avec un accent de péteux plus haut que le trou, parce que les historiens racontent que le pays a été le théâtre du premier régime fasciste de l'histoire, qui est ni plus ni moins que celui de Napoléon Ier, dit Napoléon Bonaparte, dit celui qu'on utilise comme insulte pour qualifier ceux qui font tant de bruit sur leur spider, qu'une gang d'ados secondaires autour d'une bataille qui va visiblement dégénérer dans pas long. Fiez-vous à moi, même si c'est un référent très hermétique, ça fait vraiment beaucoup de bruit, ok? Donc, Napoléon Ier arrive dans l'histoire en 1799. Il va profiter de l'instabilité politique pour se dire la clé au problème du peuple et ensuite être élu, prendre le pouvoir total et diffuser ses idées dans toute l'Europe. Ça vous rappelle pas quelque chose, tout ça? Segment explication. À travers l'histoire, il y a eu beaucoup de dictateurs. Il y a eu Hitler, Mussolini ou encore même Gengis Khan. Tous ces gens avaient un point commun et, spoiler alert, non, ce n'est pas leur moustache qui pourrait nous faire croire qu'être moustachu est un prérequis pour être dictateur. Non, c'est qu'en fait, tous ces gens ont utilisé le même stratagème pour procéder afin d'atteindre le pouvoir. Ils ont premièrement profité de la vulnérabilité du peuple, ils se sont présentés comme la solution au problème et ensuite ils ont fait ce qu'ils voulaient avec les gens à l'image d'un enfant de 5 ans que tu réussis à faire manger ses légumes contre toute attente. Jonathan, je te le demande pour la dernière fois, mange tes brocolis. Non! Ok, si tu manges pas tes brocolis, je vais jeter tous tes jouets aux poubelles puis je vais brûler tes toutous. Ok, je vais y manger! Ah, maudit que des enfants c'est influençable. Fin du segment explication. Donc, maintenant que je vous ai fait cette petite introduction, voici le moment que vous attendiez tous. Le nazisme au Canada. Ouais, finalement, c'est vraiment moins winners que je pensais mettre des effets sonores sur tout. Alors, après toute cette mise en contexte, me voilà prêt à vous parler du nazisme au Canada. Et je dirais quasiment qu'il était temps parce que ça fait quand même 4 minutes que je suis sur l'introduction.
Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas juste en Europe où est-ce que le grand antisémisme d'Hitler avait convaincu malheureusement plus d'un. J'ai le regret de vous annoncer que la tâche dans le dossier du Canada ne s'arrête pas aux pensionnats autochtones, même si on s'entend que rendu là, c'est plus une tâche, c'est une tasse de café déversée directement sur un livre épais comme la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, au Canada, on a eu le Parti national social chrétien. À son nom, on pourrait croire que le parti n'est qu'un regroupement de bons catholiques qui veulent seulement donner la chance à davantage de personnes d'aller au paradis et ainsi se baigner dans l'eau bénite et manger des hosties pour l'éternité. Mais en fait, si on regarde ça d'un peu plus près, on réalise qu'on a affaire à une grosse gang de fascistes enragés, ce qui est jamais bon signe, ok? Sérieusement, s'il y a une chose à retenir, c'est que dès qu'il y a le mot social dans le nom d'un parti, c'est un gros signe de cul-de-sac fait demi-tour et ne revenez jamais sous aucun prétexte. Donc, le Parti national social chrétien est fondé en 1934 par Joseph Ménard et Adrien Arcan. Arcan va connaître Ménard parce qu'il est imprimeur et c'est lui qui va imprimer le journal qu'Adrien Arcan va créer quelques années plus tôt, le Goglu. Le journal se veut à la base à saveur satirique, on y retrouve des nouvelles et des caricatures, mais tout ça va mal virer quand il va commencer à afficher la croix gammée sur le journal et faire des blagues de propagande naziste, genre... Pète pis répète, s'en vont en bateau, pète ton ballot, qui reste? Surtout pas les Juifs! Honnêtement, c'était pas ça les blagues qu'il y avait, mais c'était tellement pas clair que j'ai décidé de vous en inventer une, parce que je comprenais vraiment rien, mais là vous allez sûrement me dire que c'est une bonne nouvelle que je comprenne pas des jokes antisémites, là. En tout cas, je voulais juste vous faire comprendre dès que tout le monde était surpris quand il a décidé que humour de mauvais goût et nazisme pouvaient faire un tant soit peu un bon mélange, là. Et oui, je dis humour de mauvais goût parce que qui a déjà ri quand il a lu la partie caricature du journal? Pas grand monde, ok? Sincèrement, c'est jamais très clair les blagues. Donc, comme je vous disais, Adrien Arcan est le chef du parti et c'est vraiment lui le gros raciste entre lui et Ménard. Il considère les Juifs comme étant la source de quasiment tous les problèmes au Canada et il va même un jour dire, et je cite... Les Juifs sont des blattes et des insectes, ne vous y trompez pas, ils pullulent. Dommage qu'on ne puisse les exterminer avec des insecticides, mais il faut faire confiance au bon sens de nos compatriotes. Les Juifs sont partout. Honnêtement, j'ai aucune idée de la vraie voix d'Adrien Arcan, mais j'ai décidé qu'une personne qui disait des affaires de même devait sonner comme un méchant de Disney. Une autre affaire, c'est qu'il décrit les Juifs comme une infestation de coquerelles dont il fallait se débarrasser, mais en même temps, s'il avait vraiment voulu convaincre tout le monde, il aurait dû dire des souris. S'il y a quelque chose sur laquelle on est d'accord, c'est notre haine envers les souris. J'ai des souris, c'est nous en ce moment, et j'en vois tellement souvent qu'on dirait que ma maison est devenue une auberge de jeunesse pour ces rongeurs de merde. J'haïs les rongeurs, je pense. C'est vraiment juste ça, j'haïs les rongeurs. Dans une toute autre ordre d'idées, c'est aussi fou de croire que le nazisme est arrivé en même temps qu'Adrien Arcan. Depuis déjà un moment avant lui, les Canadiens avaient choisi le peuple juif comme bouc émissaire à leurs problèmes. Pour vous situer un peu le contexte, on vient de vivre le crash boursier de 1929 qui a créé une crise économique sans précédent. Les gens sont pauvres, sans emploi, certains sans abri, et ils doivent faire la queue à la soupe populaire pour avoir droit à un bol de soupe semi-mangeable, un bout de pain tellement dur que si tu le lances dans le mur, il y a des chances que ça fasse un trou, que ça se rende chez le voisin. Donc, dans ce contexte, on cherche un bouc émissaire évidemment à pointer du doigt et les Juifs se présentent vraiment comme la solution idéale. Pas nécessairement parce qu'ils sont particulièrement la cause des problèmes de qui que ce soit. Non, en fait, c'est parce qu'à l'époque, ce sont les boucs émissaires à la mode à blâmer. Et oui, je dis vraiment le mot bouc émissaire trop souvent. Autre segment explication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré qu'on ait tendance à toujours se rappeler du régime nazi d'Hitler, c'est pas la seule fois où est-ce qu'on a persécuté ces gens qui travaillent pas le samedi en mangeant des sandwichs parce que c'est pas mal la seule affaire que tu peux te faire quand t'as pas d'électricité. Au Moyen-Âge, on les accusait de contaminer les puits à cause de la lèpre. Pendant la peste noire, on disait qu'ils propageaient volontairement la maladie et en Angleterre, en 1190, on a massacré les Juifs d'Ocre et de Lynn. Donc c'est autant dire que cette haine envers les Juifs ne date pas d'hier. En regardant ça, on pourrait croire qu'ils ont fait quelque chose pour mériter ça, mais la réalité, c'est que non. Ils font juste être juifs. C'est ce qui dérange les gens, bizarrement. Fin du deuxième segment explication. Un événement marquant de cette vague d'antisémisme au Canada est celui qu'on nomme les meurtres de Christie Pitt. Ça se déroule à Toronto en 1933 où les Juifs sont régulièrement victimes d'attaques verbales et physiques.
Dans le secteur des plages de l'Est de Toronto, lors des chaudes journées d'été, les Juifs viennent se baigner et les Anglo-Canadiens trouvent, comme d'habitude, une raison de chialer et exigent qu'il y ait des endroits publics réservés aux Juifs pour éviter d'avoir à être mélangés à eux. Début août de 1933, on voit apparaître le Svastika Club. Il commet des actes de violence envers les Juifs et se dit prêt à repousser les visiteurs indésirables des plages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils lâchent pas l'affaire des plages. Vraiment, ils tiennent à leur plage. Sincèrement, on dirait des enfants qui défendent leur fort de neige de l'école primaire voisine. Là. Arrêtez de toucher à nos plages! Ouais! Sinon, quoi? Sinon, on va vous taper dessus. Pourquoi? Parce que sinon, on va vous envoyer dans des plages juste pour vous. Ouais! Ben, au moins, on aura pu avoir vos faces de lait. Je fais des jokes, là, mais sérieusement, il était vraiment violent pour une simple histoire de plage. Donc, le 14 août 1933, l'équipe de baseball de Arbor Playground, qui est pour la majorité juive, joue un match contre l'équipe de Saint-Péter dans le terrain de Christie Pitt. Des provocateurs qui étaient visiblement pas venus encourager une équipe ont brandi le drapeau nazi et peinturé une croix gammée et les mots « Heil Hitler » sur le toit du pavillon. Ils vont ensuite dire au journal local qu'ils étaient venus expulser les Juifs du parc. Le 16 août 1933, un autre match a lieu et ils reviennent. Pendant le match, les bagarres commencent dans les estrades et la police doit intervenir. Après le match, un groupe antisémite brandit encore le drapeau nazi et crie « Heil Hitler ». Des membres du Svastika Club sont là et ça devient vraiment violent. Les Juifs et antisémites locaux se battent avec des bâtons de baseball et des tuyaux de plomb. Des gens du quartier viennent s'allier à chacune des parties et tout dégénère. Les Italiens, eux, qu'on persécute depuis longtemps, combattent avec les Juifs. Les polices sont trop peu nombreux pour contrôler les hostilités et les meurtres durent jusqu'au lendemain matin et on compte plus de 10 000 participants. Heureusement, personne n'est tué, mais des dizaines de blessés se présentent à l'hôpital le lendemain avec des blessures plus ou moins importantes. Est-ce que j'ai encore besoin de vous rappeler encore une fois que tout ça a eu lieu à cause d'une simple histoire de plage? Vraiment, c'est ridicule à quel point ils étaient prêts à faire tout pour avoir leur plage, là. Je pense que pour changer les idées d'un peu tout le monde, on serait peut-être dû pour un autre petit segment explication. Eh oui, un troisième. J'ai intitulé ce segment du Parti nazi du Canada à la radio poubelle de Québec. Avouez que c'est un peu intriguant quand même, hein? Je sais. Donc, Adrien Arcan, que je vous parlais tantôt, là, qui était le chef du Parti national social-chrétien, que j'ai rebaptisé le Parti nazi du Canada, a eu un bras droit qui s'appelait Gérard Langto. Ce Gérard Langto-là a eu 3 enfants, Jacques, François et Louise. Les 3 faisaient partie du FLQ, le Front de libération du Québec, qui était accessoirement un groupe terroriste et un peu raciste sur les bords. Ah ben, garde donc ça. Pour ceux qui se souviennent pas d'eux, là, c'était eux qui avaient fait cette vidéo-là. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Madame Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. En fait, c'était pas eux qui parlaient, là, mais c'était leur manifeste qui était lu. Et donc, François et Louise avaient participé à l'enlèvement de James Richard Cross pendant la crise d'octobre qui a justement mené à la lecture du dit manifeste. Quelques années plus tard, Louise a un enfant avec Jacques Cossette-Trudel et l'enfant en question est ni plus ni moins que Alexis Cossette-Trudel, un animateur des radios poubelles à Québec. Pour ceux qui n'ont jamais eu le bonheur, et j'insiste sur les guillemets là-dessus, d'écouter les radios de Québec, et ça c'est une gang d'animateurs aussi frustrés les uns que les autres qui aiment vraiment bien blâmer les musulmans, les immigrants ou toute autre minorité visible pour tous les problèmes de la terre entière. Ah, puis en bonus, Alexis Cossette-Trudel, c'est un complotiste ou comme il aime le dire, un chercheur de la vérité. Les entendez-vous les guillemets? Fin du segment explication. Maintenant que l'atmosphère est détendue, revenons sur un événement très peu connu qu'on surnomme le FD ou la fois où est-ce que des nazis ont pris possession de la ville de Winnipeg pendant 24 heures. Oui, c'est très peu connu et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le tout s'est déroulé en plein hiver 1942, plus exactement le 19 février 1942. Donc, à 6 heures du matin, les sirènes se firent entendre dans toute la ville, ce qui est tant qu'à moi le pire bout de toute l'histoire parce que il y a beau avoir une invasion nazie, c'est pas une raison pour réveiller les gens avec ce bruit-là.
À 7 heures du matin, les nazis sont arrivés sur la première ligne de défense et ont ouvert le feu et les combats ont commencé. 45 minutes plus tard, on fait sauter les ponts autour de la ville. À 9h30, la ville ne peut plus rien faire et se rend. Les soldats nazis font donc un défilé de la victoire sur l'avenue Portage qu'ils vont renommer Adolf Hitler Strasse. Toute la journée, les nazis vont faire ce qu'ils désirent avec les Winnipégois. Ils vont aller dans les cafés, les maisons, les autobus, dans les endroits publics, bref, partout où est-ce qu'ils veulent. On raconte que certains d'entre eux mangent directement dans l'assiette des gens dans les cafés. Ils vont même aussi prendre possession des lignes de radio pour annoncer la prise de la ville. Et ils vont même aller jusqu'à brûler des livres. Vraiment, là, c'est l'invasion, là, vraiment. Ils vont aller jusqu'à remplacer le directeur d'une école primaire pour mettre un éducateur nazi qui va enseigner la vérité nazie. On pourrait donc dire que Winnipeg devient la capitale canadienne du nazisme rendu là. Finalement, à 17h30, des gens ont descendu la Adolf Hitler Strasse avec des banderoles où on pouvait lire « Ça ne doit pas arriver ici, achetez des obligations de la victoire ». Là, vous êtes toutes sûrement en train de vous dire « Hein? Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Hein? Pourquoi? » Quoi? Je comprends pas, là, mais c'était pas une évasion, c'était hein? Quoi? Si ceci est votre réaction, c'est tout à fait normal parce que c'est incompréhensible pour tout le monde, ok? Mais inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer, je vais vous tenir par la main et on va se rendre au bout de tout ça, d'accord? En fait, tout ça n'était seulement qu'une campagne publicitaire organisée par la ville de Winnipeg. Pour vous mettre en contexte, lors de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a combattu aux côtés des Alliés. Pour financer la guerre, le pays a eu besoin de beaucoup d'argent et pour se financer, ils ont commencé à vendre des obligations de guerre. Au début, ça a marché, mais à un moment donné, ça a commencé à moins bien fonctionner. C'est donc là que la ville de Winnipeg a décidé de préparer une campagne publicitaire pour relancer la vente d'obligations de la victoire, c'est-à-dire le FD que je vous ai parlé. Le costume des soldats nazis avait été loué à des grands studios hollywoodiens et le matériel militaire, comme les chars d'assaut, avait été fourni par l'armée canadienne. Les balles qui avaient été tirées étaient des balles à blanc, bien évidemment, et les ponts n'ont pas vraiment été explosés, ils ont juste été annoncés comme sautés. Les faux soldats nazis étaient en fait que des bénévoles de la ville qui avaient accepté de prendre ce rôle-là tout le long de la journée. En tout cas, ça a valu le coup parce que, suite à ça, la vente d'obligations de la victoire a grimpé à une vitesse fulgurante et on a parlé de l'événement un peu partout autour du monde. L'opération a permis de faire comprendre aux Winnipégois qu'est-ce qui se passerait si jamais la ville était envahie et moi, ça m'a permis de trouver une fin à cet épisode. Conclusion. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Que premièrement, effectivement, le nazisme n'a peut-être pas été aussi ravageur au Canada, mais qui nous a quand même pas épargnés. En même temps, on n'a peut-être pas tué des Juifs, mais les pensionnats autochtones, c'était nous. Donc nous aussi, on a connu notre génocide. Oui, je sais, c'est vraiment dark comme fin, mais c'est pas grave. Je m'appelle Justin Bertranquin et vous venez d'écouter l'Histoire égale 42, l'histoire du nazisme au Canada. Vous venez d'écouter le deuxième épisode d'une série de 2 épisodes de l'Histoire égale 42. Comme je vous ai dit dans l'autre épisode, si vous l'avez pas encore réécouté, allez l'écouter. J'en suis très fier. Comme celui-là d'ailleurs. Ceci était mon projet personnel de fin de secondaire 5. Ben, de fin de secondaire, point. Je devais faire ça pour avoir mon diplôme de PEI. Le PEI, ça, c'est un programme international, là, l'IB en tant que tel, comment ça s'appelle. C'est beaucoup de travail que j'ai mis là-dedans. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous avez aimé ça, laissez un commentaire, partagez avec vos amis, écrivez dans les commentaires j'aime ce que tu fais ou c'était mauvais ou si j'ai dit des affaires pas vraies puis vous êtes un historien frustré puis vous avez rien que ça à faire me rattraper, allez-y, je m'en fous, ok? Faites ce que vous voulez, c'est un podcast que je fais pour les personnes qui l'écouteront, donc si vous aimez pas ça, dites-le parce que j'ai envie de le savoir puis j'ai besoin de votre avis. D'ailleurs, prenez le temps d'aller remplir le petit questionnaire que j'ai mis dans la barre d'informations parce que c'est vraiment utile pour mon référent. Ben, en fait, pour pouvoir faire mon rapport final de projet. Fait que merci et bonne journée, bonne soirée ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ça.